parler rapidement de petits mots. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, il existe 5 tuniques. Donc, dans le tube digestif, tout le tube digestif est constitué de 5 tuniques. Donc, on a toujours une muqueuse, une musculeuse muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et une sous-séreuse. Au niveau de l'estomac, donc la muqueuse, elle est faite d'un épithélium cylindrique mucineux à pôle apical qui est fermé. Les glandes, elles sont contournées au niveau de l'antre et elles sont rectilignes au niveau du fundus. Et au niveau du fundus, il existe des cellules qui n'existent pas au niveau de l'antre. Elles sont éosinophiles, c'est les cellules pariétales qui sécrètent le HCl et le facteur intrinsèque. Donc, la définition, on va commencer par les gastrites. Donc, la définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition de gastrite, elle est histologique. Il s'agit de lésions inflammatoires de la muqueuse gastrite. Le terme de gastrite doit être réservé à l'histologie. Il faut savoir qu'il existe une très mauvaise corrélation entre la clinique, l'aspect endoscopique et l'histologie. Le terme de gastrite ne doit pas être utilisé pour décrire des symptômes ou un aspect endoscopique. Il faut savoir que la clinique, elle peut être très bruyante, l'aspect endoscopique il peut être alarmant, mais sur le plan histologique, la gastrite, elle est vraiment minime. Ou bien, au contraire, la symptomatologie, elle peut être pas très bruyante, l'aspect endoscopique il peut être presque normal, avec à l'histologie une gastrite sévère. Et la gastrite, le terme de gastrite doit être réservé à l'histologie. Il ne doit pas être utilisé pour décrire une symptomatologie ou pour décrire un aspect endoscopique. Certaines gastrites vont atteindre de manière préférentielle un type de muqueuse. Par exemple, les gastrites auto-immunes, elles vont plus affecter la muqueuse fundique. La gastrite à Helicobacter pylori, elle va plus affecter la muqueuse antrale. Pour porter un diagnostic de gastrite, il est recommandé de faire 5 biopsies gastriques pour l'examen anatomo-pathologique. 2 biopsies en muqueuse de type fundique, 2 biopsies en muqueuse de type antrale et une biopsie à l'angle de la petite courbure. Il est conseillé de mettre les biopsies dans des flacons séparés en identifiant le site de biopsie. Donc, chaque biopsie doit être mise dans un flacon, la biopsie fundique dans un flacon, les biopsies antrales dans un autre flacon et celle de la petite courbure dans un 3e flacon et étiqueter les flacons. Pour stader ou grader les gastrites, on utilise la classification de Sidney System. La classification de Sidney System est un véritable outil diagnostique comportant 2 volets. Un volet endoscopique et un volet anatomo-pathologique. Sur le plan endoscopique, donc, on précisera la topographie, donc gastrite antrale, fundique ou antrofundique, avec description des lésions érythémateuses ou autres. Sur le plan histopathologique, on doit apprécier 5 paramètres. L'inflammation chronique, l'activité, l'atrophie, la métaplasie intestinale et Helicobacter pylori. Chaque paramètre doit être gradé de 0 à 3. 0, c'est normal, 1, minime, 2, modéré et 3, sévère. Pour Helicobacter pylori, on le voit au niveau de la surface de la muqueuse. Là, absence d'Helicobacter pylori. Là, on a quelques bâtonnets, donc HP, une croix, plusieurs bâtonnets, donc HP, 2 croix. Et là, on a vraiment des colonies d'HP. Donc là, c'est une gastrite à HP, 3 croix. Pour l'activité, pour l'intensité, on va quantifier le nombre de mononucléaires dans l'infiltrat inflammatoire. À l'état normal, ils sont peu nombreux. Là, on a, lorsqu'ils sont d'intensité moyenne, donc c'est une gastrite d'intensité légère. Ici, elle est modérée et lorsque l'infiltrat lymphocytaire est important, on parlera d'une gastrite d'intensité sévère. L'activité, on va voir les polynucléaires. Donc, à l'état normal, il n'y a pas de polynucléaire. Donc, lorsqu'il y a
peu de polynucléaires, donc c'est une gastrite d'activité légère. Là, elle est d'activité modérée. Et lorsqu'il y a beaucoup de polynucléaires, il s'agit d'une gastrite d'activité sévère. Concernant l'atrophie, donc on va voir, donc l'atrophie, c'est pas la muqueuse qui devient mince, c'est la diminution du volume glandulaire. Donc à l'état normal, voilà une muqueuse à l'état normal. Donc lorsqu'il y a une atrophie, donc le nombre de glandes, il va diminuer et va être remplacé par de la fibrose. Donc ici, on a une atrophie légère, modérée, sévère. Là, c'est antral et là, c'est phendique. Ensuite, on va quantifier également la métaplasie intestinale. À l'état normal, il n'y a pas de métaplasie intestinale au niveau de l'estomac. Donc là, on a une petite métaplasie intestinale débutante, donc elle est légère. Là, elle est modérée et là, elle est vraiment très étendue. Donc, on parlera de métaplasie intestinale sévère. Les gastrites chroniques, elles peuvent être soit aiguës, les gastrites en général, elles peuvent être aiguës ou chroniques. Les gastrites aiguës, elles peuvent être infectieuses, d'origine caustique ou d'origine alcoolique. Les gastrites chroniques, elles sont le plus souvent dues à HP, ou bien rentrer dans le cadre de maladies auto-immunes, c'est la gastrite chronique atrophique auto-immune de la maladie de Werner, ou bien elles peuvent être des gastrites granulomateuses. Pour les gastrites aiguës, donc ce sont des gastrites dont la symptomatologie elle est plus souvent bruante. Alors on va avoir des douleurs épigastriques avec plus ou moins des hémorragies digestives hautes. Sur le plan histologique, l'aspect est érythémateux, congestif, ulcéré. Les étiologies, elles peuvent être infectieuses, bactériennes, virales, parasitaires, fongiques, ou bien caustiques, donc lorsqu'on avale un produit caustique, tel qu'un acide, ou bien elles peuvent être d'origine alcoolique. Pour les gastrites chroniques, nous allons commencer par la gastrite chronique à HP. Il faut savoir que la contamination, elle est interhumaine. Le seul réservoir de HP, c'est l'homme. Et la contamination, elle se fait par voie oro-orale. Elle est très fréquente, elle est intrafamiliale et se fait le plus souvent dans l'enfance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le principal réservoir d'HP, c'est l'estomac. L'infection de l'estomac par HP provoque toujours une gastrite. Au moment de l'infection, il s'agit d'une gastrite aiguë qui est en général asymptomatique. Puis, HP, il va s'installer et provoquer des lésions de gastrite chronique dans 100% des cas, avec possibilité d'évolution vers une gastrite atrophique dans 50% des cas. HP s'installe préférentiellement au niveau de l'antre. Donc, c'est au niveau de l'antre que commence l'infection à HP, mais il peut migrer par la suite vers le fundus. Les complications possibles de la gastrite chronique à HP sont l'ulcère duodénal, l'ulcère gastrique, le cancer de l'estomac et le lymphome de type Malte. La recherche d'une infection HP repose sur une gastroscopie avec biopsie en première intention. L'examen ANAPAD des biopsies permet de rechercher d'une part donc l'infection à HP, mais aussi d'évaluer la muqueuse gastrique et de détecter des lésions précancéreuses, exemple, existence ou non d'une gastrite atrophique ou d'une métaplasie intestinale. La recherche d'HP sur biopsie se fait sur la coloration standard, éventuellement complétée par des colorations spéciales ou par immunohistochimie pour mieux visualiser le germe. Les colorations de routine, c'est l'hématéine et iosine, dans laquelle on voit HP sous forme de petits bâtonnets à la surface des glandes et dans la muqueuse.
Les colorations spéciales qu'on peut utiliser, c'est le crésil violet, donc vous voyez HP sous forme de bâtonnet, ou bien le Giemsa, c'est la coloration qu'on utilise le plus souvent, donc là on voit bien les bâtonnets d'HP, ou bien sur la coloration de Wartenstein. HP apparaît donc comme une bactérie qui est spiralée, sinueuse, flottant dans le mucus gastrique ou attachée à l'épithélium de surface ou des cryptes. Helicobacter pylori n'est pas présent dans la muqueuse de type intestinal, c'est-à-dire que lorsqu'il existe une métaplasie intestinale au niveau de l'antre, l'HP il va migrer vers le fundus. Donc l'infection à HP, elle va provoquer, comme j'ai dit tout à l'heure, une gastrite aiguë qui passe le plus souvent inaperçue. Ensuite s'installe la gastrite chronique qui peut rester stable, ou bien elle peut évoluer vers la gastrite atrophique avec métaplasie et cancer, qui peut également provoquer le développement donc d'un malte acquis, donc d'un tissu lymphoïde au niveau de l'estomac. L'estomac est un organe qui est dépourvu de tissu lymphoïde, et cette gastrite chronique va entraîner l'apparition d'un tissu lymphoïde, donc c'est un malte acquis sur lequel un lymphome de type malte peut se développer. La gastrite chronique, elle peut provoquer des hypersécrétions acides à l'origine d'ulcères duodénales. La gastrite chronique auto-immune, donc c'est une gastrite chronique qui est limitée au corps et qui est caractérisée par un infiltrat lymphoplasmocytaire et une atrophie progressive des glandes du fundus. Elle est beaucoup plus rare que la gastrite AHP. Elle est d'origine auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a présence d'auto-anticorps, des anticorps sériques qui sont dirigés contre les cellules pariétales et contre le facteur intrinsèque. Donc, le plus souvent, il y a un contexte d'auto-immunité, donc soit chez le patient ou sa famille. Cette maladie est plus fréquente chez la femme de plus de 50 ans. Donc, elle va entraîner une destruction progressive des cellules pariétales du fundus, ce qui va provoquer une achloridrie et l'absence de facteurs intrinsèques, donc qui est essentiel à l'absorption de la vitamine B12, donc ce qui va entraîner une anémie chronique. La chloridrie, quant à elle, elle va entraîner une hypergastrinémie réactionnelle, et cette hypergastrinémie va stimuler la prolifération des cellules entérochromaffine-like, ce qui peut être à l'origine de tumeurs neuroendocrines. Sur le plan histologique, il existe une destruction des glandes fundiques, donc destruction des cellules pariétales. Donc la gastrite atrophique, elle va entraîner une atrophie avec une métaplasie pseudopylorique, c'est-à-dire que l'épithélium de type fundique, il va ressembler à de l'antre, avec apparition de métaplasie intestinale qui peut évoluer vers la dysplasie. Comme on l'avait dit tout à l'heure, il existe une hypergastrinémie qui va provoquer une hyperplasie des cellules entérochromaffine-like, donc des cellules endocrines, ce qui peut être à l'origine de tumeurs neuroendocrines. La gastrite granulomateuse, quant à elle, elles sont définies par la présence dans le chorion de granulome épithéloïdes et gigantocellulaires. Les causes de ces granulomes sont multiples. Ça peut être la maladie de Crohn, la sarcoïdose, certaines bactéries, tuberculose, syphilis, certains parasites ou mycoses ou corps étrangers. Lorsque aucune cause n'est identifiée, on parle alors de gastrite chronique granulomateuse idiopathique. L'ulcère gastrique est duodénal. L'ulcère est une perte de substance atteignant la musculeuse, c'est-à-dire qu'on va perdre la muqueuse et la sous-muqueuse. Les causes les plus fréquentes de l'ulcère gastrique ou duodénal
sans l'infection à Helicobacter pylori, suivie par l'ingestion d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'HP, comme on l'avait dit tout à l'heure, s'installe préférentiellement au niveau de l'antre, mais il peut affecter également le fundus. L'infection antrale, elle va entraîner une hypergastrinémie avec hyperchloridrie qui va provoquer des lésions de bulbite et d'ulcère duodénal. Donc, c'est cette hyperacidité gastrique qui va donner des érosions au niveau bulbaire et duodénal et être à l'origine d'ulcère duodénal. L'atrophie de la muqueuse antrale avec la chloridrie va chasser Helicobacter qui va aller dans le fundus. Il va provoquer la même chose, une gastrite atrophique qui devient diffuse, ce qui va fragiliser la muqueuse gastrique avec risque d'apparition d'ulcère gastrique. L'ulcère duodénal n'est jamais un cancer et ne se cancérise jamais. Donc, si vous faites une endoscopie et vous tombez sur un ulcère duodénal, il faut faire d'abord des biopsies gastriques pour rechercher et pour poser le diagnostic d'une gastrite AHP. Par contre, il n'est pas nécessaire de biopsier l'ulcère duodénal et il n'est en général pas nécessaire de faire un contrôle endoscopique. Par contre, si lors d'une endoscopie, vous tombez sur un ulcère gastrique, là, il faut faire très attention. Il peut s'agir d'un ulcère gastrique solitaire qui peut cancériser vers la suite, mais il peut s'agir également d'une tumeur ulcérée. Donc, il faut faire très attention. Alors, lorsqu'on se trouve devant un ulcère gastrique en endoscopique, il faut faire des biopsies gastriques toujours pour rechercher la gastrite AHP, mais surtout, il faut faire des biopsies multiples de l'ulcère gastrique pour rechercher une lésion tumorale, adénocarcinome ou lymphome. Et après traitement, une fibroscopie de contrôle doit être faite avec des biopsies systématiques de la cicatrice de l'ulcère. Le cancer de l'estomac. Donc, le cancer de l'estomac est un véritable problème de santé publique. Il occupe le 4e rang des cancers, après le cancer du poumon, du sein et les cancers colorectaux. C'est la 2e cause de mortalité par cancer. Il faut savoir que c'est un cancer qui a quand même un mauvais pronostic, puisque la survie à 5 ans n'est estimée qu'à 10-20%. Quel est le rôle de pathologiste dans le cancer de l'estomac? Tout d'abord, les biopsies gastriques vont nous permettre de diagnostiquer l'infection AHP, va nous permettre de suivre les lésions et de surveiller les lésions précancéreuses et bien sûr de confirmer le cancer. Sur pièce opératoire, diagnostiquer le cancer, évaluer la qualité de l'exérèse et faire un staging de ce cancer. La NAPET permet également une meilleure connaissance des mécanismes moléculaires de la carcinogénèse. Elle permet également de réaliser un bon nombre de tests moléculaires qui ont un impact sur la prise en charge thérapeutique et sur le pronostic. Les principales tumeurs malignes de l'estomac sont les tumeurs épithéliales, ce sont les tumeurs les plus fréquentes. Et au premier rang de ces tumeurs, on a l'adénocarcinome, suivi par les lymphomes. Ensuite, on a les tumeurs stromales gastro-intestinales. Et en dernière position, nous avons les tumeurs neuro-endocrines. L'adénocarcinome gastrique, donc c'est la tumeur épithéliale gastrique, c'est la tumeur la plus fréquente et c'est la tumeur épithéliale la plus fréquente. Donc plus de 90% des cancers gastriques, ce sont des adénocarcinomes. Les lésions précancéreuses sont la gastrite chronique atrophique à Helicobacter ou auto-immune par la séquence métaplasie intestinale, dysplasie, adénocarcinome, l'ulcère gastrique, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc l'ulcère gastrique qui peut cancériser, les polypes gastriques adénomateux et la maladie de Ménétrier. Le diagnostic de tumeur de l'estomac, il se fait par endoscopie
avec biopsie multiple de la lésion, 8 à 10 biopsies, et examen anapath. Sur le plan endoscopie, donc le cancer de l'estomac, il peut revêtir plusieurs aspects. Il peut s'agir d'une petite ulcération, ou bien d'une masse bourgeonnante, ou bien d'une lésion qui est ulcérante et bourgeonnante en même temps. Donc là aussi, c'est une toute petite ulcération. Là, quand même, c'est une ulcération cratéinéforme avec un bourrelet périphérique. Et là, c'est une lésion qui est très évoluée, qui est ulcérée et nécrosée. Donc, pour ce cancer, donc, on classe les adénocarcinomes selon la classification OMS 2019. Il existe plusieurs types. Donc, l'adénocarcinome NOS, le tubulaire, le pariétal, adénocarcinome avec de type mixte, l'adénocarcinome papillaire, le micropapillaire, le mucoépidermoïde, l'adénocarcinome mucineux, l'adénocarcinome avec cellules en bac à chaton, l'adénocarcinome avec peu cohésive, l'adénocarcinome médulaire, l'adénocarcinome hépatoïde ou l'adénocarcinome à cellules de Paneth. Pour chaque adénocarcinome, il faut préciser le degré de différenciation, bien différencié lorsqu'on a plus de 90% de structure glandulaire, moyennement différencié lorsqu'on a 50 à 90% de structure glandulaire et peu différencié lorsqu'on a moins de 50% de glandes. Là, quelques images histologiques. Donc, on a un adénocarcinome d'architecture tubulaire, donc c'est des tubes glandulaires. L'adénocarcinome d'architecture papillaire, donc c'est des papilles à axe conjonctivo-vasculaire tapissées par des cellules carcinomateuses. L'adénocarcinome colloïde, donc c'est des flaques de mucus dans lesquelles baignent des cellules carcinomateuses. Et l'adénocarcinome à cellules indépendantes, donc c'est des nappes de cellules non cohésives avec présence de cellules d'aspect dites en bague à chaton. La linite gastrique est une forme particulière de cancer de l'estomac. La linite, elle est dite linite gastrique ou linite plastique, est une forme assez particulière sur le plan aussi bien macroscopique que microscopique. Donc, dans cette forme, il n'y a pas de lésion individuable au niveau de la muqueuse. C'est l'ensemble de l'estomac qui est épaissi, rigide, d'où le terme de linite plastique. La linite est rare, 50%, donc elle est caractérisée par une paroi épaisse, rigide, scléreuse, avec peu d'anomalies visibles au niveau de la muqueuse. Sur le plan microscopique, il y a une fibrose très importante avec présence de rares cellules carcinomateuses. Donc, l'aspect de la muqueuse qui est plus ou moins conservé explique le fait est que dans cette forme, donc le diagnostic est souvent difficile. Donc, c'est une forme qui est de mauvais pronostic, de diagnostic difficile. À l'endoscopie, la muqueuse est peu altérée, donc on ne peut pas orienter les biopsies. Il existe un nombre élevé de faux négatifs, donc il faut refaire à chaque fois les biopsies et faire des biopsies profondes pour rechercher ces cellules carcinomateuses. Le traitement du cancer de l'estomac, donc des tumeurs épithéliales de l'estomac, le principe de traitement curatif, c'est l'exérèse complète de la tumeur. Et comment on fait une exérèse complète de la tumeur? C'est par une gastrectomie totale associée à un curage ganglionnaire avec au minimum 15 ganglions. Cette gastrectomie sera le plus souvent, cette gastrectomie fera l'objet d'un examen anatomopathologique qui doit préciser d'une part le type de pièce opératoire. Est-ce qu'il s'agit d'une gastrectomie totale, d'une gastrectomie 4/5e? Il faut préciser également la localisation de la tumeur au sein de cet estomac. Donc, est-ce qu'elle est entrale? Est-ce qu'elle est phendique? Préciser son aspect. Préciser le degré de différenciation. Tout d'abord, le type histologique, bien sûr, selon la classification OMS en vigueur. Est-ce qu'il s'agit d'un adénocarcinome? Est-ce qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde ou d'un autre type histologique? Préciser le degré de différenciation pour les adénocarcinomes. Donc, est-ce qu'il est bien différencié, moyennement différencié, peu différencié?
Si un traitement néoadjuvant a été donné avant la gastrectomie, donc il faut préciser la réponse au traitement, le pourcentage de cellules tumorales viables, s'il y a de la fibrose, s'il y a de la nécrose, il faut les quantifier. Le niveau d'infiltration de la tumeur au niveau de la paroi gastrique, donc c'est le PTNM. L'extension de la tumeur dans les ganglions régionaux, donc préciser le nombre de ganglions envahis sur les nombres de ganglions prélevés. Préciser donc le stade PTNM en utilisant la classification la plus récente, donc c'est celle de 2017. Préciser la présence ou non d'emboles vasculaires et d'engainements périnerveux et donner la qualité de l'exérèse avec mesure des marches, donc la limite proximale et les limites distales. Pour le cancer de l'estomac, pour les adénocarcinomes de l'estomac, il est très important aujourd'hui de donner le statut HER2, donc rechercher s'il existe une amplification du gène HER2, qui est un facteur pronostique et prédictif important dans le cancer de l'estomac. Donc, cette amplification sera recherchée par deux méthodes. Une méthode immunohistochimique ou bien par fiche. Donc, on doit préciser pour l'immunohistochimie, donc quantifier le marquage. Est-ce qu'il est faible, intense? Est-ce qu'il est complet, incomplet, basolatéral? Et on va donner un score. Un score 0, donc il n'y a pas d'amplification du gène HER2. Un score 2, un score 1, donc on doit le confirmer, un score 0 ou 1, il n'y a pas d'amplification du gène HER2. Les scores plus 3 et plus 2 doivent être confirmés par une technique fiche. Et lorsqu'il existe une mutation ou une amplification du gène HER2, donc le patient sera éligible à une thérapie ciblée utilisant le trastuzumab. Les lymphomes gastriques. Donc, le lymphome primitif de l'estomac est le plus fréquent des lymphomes B à petites cellules du MALT. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'estomac, elle est dépourvue de tissu lymphoïde. Donc, le tissu lymphoïde, il est acquis par la gastrite, donc l'inflammation chronique qui va entraîner l'apparition d'un tissu lymphoïde. C'est pour ça qu'on parle d'un MALT acquis. Et sur ce MALT acquis, un lymphome de type MALT peut se développer. Donc, ce lymphome correspond à un lymphome extraganglionnaire de la zone marginale. Il est de bas grade. Il est le plus souvent indolent. Le deuxième type histologique le plus fréquent de lymphome au niveau de l'estomac, c'est le lymphome B diffus à grandes cellules. Le diagnostic de ce lymphome se fait par une endoscopie œsogastro-duodénale avec bien sûr biopsie multiple de la lésion et examen anatomo-pathologique. L'examen anatomo-pathologique va permettre de faire d'une part le diagnostic du lymphome, de préciser le type de lymphome selon la classification OMS-Vigueur et de préciser l'existence ou non d'infection à Helicobacter pylori associée. Le lymphome de type MALT, donc c'est un lymphome à petites cellules, il est quasiment toujours associé à une infection à Helicobacter pylori. Donc, plus de 90% des cas, il y a une infection à HP associée. Il se caractérise par une infiltration des follicules normaux par des cellules lymphoïdes de taille moyenne, de type centrocytique, et dont l'immunophénotype est celui des cellules B de la zone marginale, c'est-à-dire qu'elles sont CD20+, CD79-alpha+, et BCL2+. Cette prolifération s'accompagne d'une infiltration et d'une destruction des structures glandulaires, c'est ce qu'on appelle les lésions lymphoépithéliales. Ces lymphomes, qui sont de bas grade, ils peuvent évoluer vers des lymphomes B diffus de haut grade. Les tumeurs stromales et gastriques, c'est ce qu'on appelle les gystes, ce sont les tumeurs conjonctives les plus fréquentes de l'estomac. Elles sont le plus souvent sporadiques, mais elles peuvent être rarement associées à des maladies
génétiques telles que la neurofibromatose de type 1 et exceptionnellement, elles peuvent être associées à une mutation germinale du gène KIT. Ces tumeurs se développent le plus souvent dans la musculeuse et elles vont bomber dans la lumière gastrique. La biopsie endoscopique est souvent négative puisque la tumeur, elle naît au niveau de la musculeuse et elle va uniquement provoquer un bombement de la muqueuse. Et lorsqu'on va réaliser les biopsies, généralement, elles n'intéressent que la muqueuse, donc on n'arrive pas à biopsier la tumeur. D'où le diagnostic difficile par endoscopie de ces tumeurs. Donc voilà un aspect macroscopique d'une gyste. Donc vous voyez, c'est une tumeur qui est assez bien limitée. Là, vous voyez la muqueuse en dessus, qui est conservée, non ulcérée, avec une tumeur qui reste bien limitée, d'aspect blanchâtre, fasciculé. Sur le plan histologique, donc c'est une tumeur qui est faite elle est fusocellulaire, elle est faite de cellules fusiformes, donc c'est des cellules allongées, eosinophiles. Parfois, elle peut prendre un aspect épithéloïde avec présence de structures fibrillaires dites fibres skénoïdes. L'IHC, donc l'immunohistochimie, est indispensable pour le diagnostic de ces tumeurs. Ces tumeurs, elles sont CD117+, dans plus de 90% des cas. Elles sont CD34 positives dans 60 à 70% des cas, actine musculolyse positive dans 30% des cas, et elles devraient être positives dans 100% des cas au DOG1. Donc le DOG1 est un marqueur qui est spécifique des tumeurs des gystes, des tumeurs gastro-intestinales. Absence d'expression de la desmine. Les facteurs pronostiques de ces tumeurs sont essentiellement la taille de la tumeur, mais également son siège et l'index mitotique. Il faut savoir que 80% des gystes de l'estomac sont peu agressives. Ce sont des tumeurs à très faible ou à faible risque de malignité. Autres tumeurs qu'on peut rencontrer dans l'estomac, ce sont les tumeurs neuroendocrines. Une tumeur neuroendocrine, c'est une tumeur qui exprime à la fois les marqueurs neurologiques tels que l'NSE et la synaptophysine et les marqueurs endocriniens tels que la chromogranine A. Dans l'estomac, les tumeurs neuroendocrines peuvent être soit associées à une gastrite atrophique, phendique, auto-immune. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans la gastrite chronique auto-immune, on avait dit qu'il y avait un risque de développement de tumeurs neuroendocrines. La destruction des cellules pariétales qui entraîne une achloridrie la chloridrie va entraîner une hypergastrinémie réactionnelle et cette hypergastrinémie, elle va stimuler les cellules entérochromaffine-like, donc les cellules endocrines situées dans le fundus, et elles vont les stimuler de telle manière qu'ils peuvent évoluer vers des tumeurs neuroendocrines. Donc, les tumeurs neuroendocrines, elles peuvent être associées à la gastrite chronique auto-immune ou la maladie de Bermer. Elles peuvent être également associées au NEM, aux néoplasies endocriniennes multiples de type 1. C'est le syndrome de Zollinger-Ellison. Lorsque ces tumeurs neuroendocrines, lorsqu'elles sont associées soit à des maladies endocriniennes multiples ou à la gastrite auto-immune de la maladie de Bermer, elles sont de beaux pronostics. Par contre, lorsqu'elles surviennent de manière sporadique, de manière isolée, elles sont de moins bons pronostics. En classe, ces tumeurs neuroendocrines selon la classification OMS 2019. Donc, tout d'abord, on s'intéresse, donc on les classe en tumeurs neuroendocrines de grade 1, tumeurs neuroendocrines de grade 2, tumeurs neuroendocrines de grade 3, carcinome neuroendocrine à petites cellules, carcinome neuroendocrine à grandes cellules et les tumeurs mixtes épithéliales et neuroendocrines. Donc, tout d'abord, on doit s'intéresser à la différenciation, c'est-à-dire est-ce que la tumeur elle est bien différenciée, comme dans cette image histologique, on voit que la tumeur elle est bien indifférenciée, elle est faite d'amas et de travées de cellules
carcinomateuses qui sont monomorphes, monotones, à cytoplasme granulaire éosinophile et noyau basophile, discrètement augmentés de taille. Donc là, elles sont bien différenciées. Parfois, elles peuvent être complètement indifférenciées avec, c'est des massifs indifférenciés de cellules soit de petite taille, donc c'est le CPC, donc c'est le carcinome neuroendocrine à petite cellule, soit de cellules de grande taille, c'est le carcinome neuroendocrine à grande cellule. Donc là, la différenciation, donc ces tumeurs donc, sont dites peu différenciées. Ensuite, on va donner le grade. Donc le grade, il se base sur le nombre de mitoses par 2 mm3 et sur l'index de prolifération, le KI67. Donc les mitoses, lorsqu'elles sont inférieures à 2 avec un KI inférieur à 3%, donc on est devant un grade 1. Lorsque les mitoses sont entre 2 et 20 avec un KI entre 3 et 20%, donc on est devant un grade 2. Et lorsqu'on a plus de 20 mitoses ou un KI supérieur à 20%, on est devant une tumeur neuroendocrine de grade 3. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais lire vos questions. On n'a pas d'endobrachie-œsophage, on n'a pas d'adénocarcinome sans endobrachie-œsophage. Oui, il n'y a aucun l'adénocarcinome, il se développe sur une muqueuse de type glandulaire. Il ne peut pas se développer sur une tumeur de type malpighienne. Donc, oui, on ne peut pas avoir d'adénocarcinome de l'œsophage sans endobrachie-œsophage. À quel stade la chirurgie est contre-indiquée? Donc, la chirurgie, normalement, est contre-indiquée lorsqu'il y a une métastase à distance, c'est-à-dire on a une métastase dans un autre organe. Donc, la maladie, elle est à un stade évolué et la chirurgie n'a plus d'intérêt. Donc, la chirurgie, elle a un intérêt lorsqu'elle peut enlever la totalité de la tumeur. Or, lorsqu'on a une métastase à distance, donc la maladie, elle est évoluée, on ne peut pas traiter, on ne peut pas enlever toute la tumeur puisqu'il restera toujours le site métastatique. Donc, la chirurgie est contre-indiquée dans les cas métastatiques. Résécabilité. La tumeur, elle est résécable, donc ça, c'est le chirurgien qui décide si elle est résécable ou pas. Donc là, elle est résécable lorsqu'il peut l'enlever, lorsqu'elle n'adhère pas à un organe, lorsqu'elle n'est pas adhérente, par exemple, à un gros vaisseau, ou elle est très profonde, on ne peut pas l'enlever chirurgicalement. Donc la résécabilité, c'est le chirurgien qui peut décider de sa résécabilité ou pas. Pour la chirurgie en cas de cancer de l'œsophage, elle commence à partir de quel stade selon la classification PTNM? Pour la chirurgie, donc, elle commence à partir de T2. On avait dit que c'était les in situ et les T1 qui peuvent bénéficier d'une mycosectomie à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de ganglion atteint, donc ce soit et métastase à distance. Donc, à partir de T2, donc, c'est la chirurgie. Pourquoi? En cas d'adénocarcinome tumeur de la jonction œsogastrique. Donc oui, au niveau de la jonction œsogastrique, on considère que l'adénocarcinome, il peut être d'origine gastrique. Donc c'est pour ça qu'on va le traiter un peu comme un adénocarcinome de type gastrique. Et donc il y a une indication de recherche du statut HUR2. Est-ce qu'on doit apprendre la classification TNM? Non, vous ne devez pas apprendre la classification TNM. Est-ce que l'endobrachie-œsophage peut survenir après ingestion de caustique? Non. Normalement, l'endobrachie-œsophage, il survient, c'est une lésion qui est secondaire au reflux, pas à l'ingestion de caustique. Il n'y a pas de diapo de l'estomac. Est-ce que la gastrite chronique antrale est non atrophique? Non, la gastrite chronique antrale, elle peut évoluer et devenir atrophiante. Donc, la gastrite chronique antrale, elle peut devenir atrophique. Est-ce qu'une gastrite antrale congestive, sans preuve anapathe, juste vue à l'endoscopie, est considérée comme physiologique chez le sujet jeune?
un aspect congestif, là, c'est l'endoscopiste qui peut vous répondre. Donc, devant une gastrite congestive, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas faire de biopsie? Là, je ne peux pas vous répondre. C'est à l'endoscopiste de répondre à cette question. Dans l'ulcère gastrique, peut provoquer un cancer, par contre, oui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'ulcère duodénal est toujours bénin. L'ulcère duodénal est toujours bénin. L'ulcère gastrique, il peut être bénin et il va évoluer vers un cancer, ou il peut être carrément un cancer sous forme ulcérée. Donc, il faut toujours se méfier de l'ulcère gastrique. L'adénocarcinome, les cellules glandulaires sont intestinales. Non, pas forcément. Donc, les cellules glandulaires tumorales, elles ne sont pas toujours de type intestinal. Donc, les cellules, non, pas toujours de type intestinal, non. Le tiers inférieur de l'estomac peut être le siège de carcinome épidermoïde aussi, oui, mais c'est très rare, c'est exceptionnel. Donc, sur métaplasie malpighienne, c'est exceptionnel qu'il existe des carcinomes épidermoïdes au niveau de l'estomac. C'est décrit, mais c'est très rare. Voilà, donc si vous avez plus de questions, donc le cours est terminé.